Bonjour, je m'appelle Anne Gaudin, je suis chargée de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et donc je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce webinaire sur le thème de la santé des publics que vous recevez et que vous accueillez. L'objectif sera de vous donner quelques clés utiles à vos pratiques. Et pour cela, donc, j'ai le plaisir de recevoir donc deux spécialistes de cette question, donc, qui travaillent à l'IREPS. Alors, l'IREPS, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Et donc, nous avons Céline Cotineau, qui est chargée de projet et responsable de l'antenne de la Vienne. Et puis, Sandrine Ancar, qui est chargée de projet à l'antenne de la Gironde. Alors, comment va s'organiser cette présentation? En fait, donc pendant 1 heure, ces deux intervenantes vont prendre la parole à tour de rôle pour vous parler donc d'abord de l'approche par les déterminants de santé. Donc, ce sera Sandrine Ancar qui nous parlera de ça. Ensuite, Céline Cotineau nous parlera de ce qu'apportent les compétences psychosociales en matière de santé. Et enfin, donc Sandrine Ancar reprendra la dernière partie pour voir avec vous comment vos publics se saisissent des informations dans le domaine de la santé. Donc, elles auront un support PowerPoint à vous présenter, qui vous sera d'ailleurs envoyé après le webinaire, je vous le redirai. Donc, après chaque temps de présentation, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez, tout au long des présentations, poser vos questions par écrit grâce à l'onglet « Questions » que vous trouvez en haut de votre écran à droite. Et c'est Catherine Mettet, qui travaille dans la même équipe que moi à Cap Métiers, qui se chargera de recueillir vos questions et de les transmettre aux intervenantes. Sachez que si une question a déjà été posée, vous avez un système de vote. En fait, vous pouvez voter pour une question qui a déjà été posée et donc nous saurons que cette question intéresse particulièrement. Voilà. Donc, dès la fin de ce webinaire, il y aura un replay qui sera généré automatiquement et que vous recevrez donc directement dans votre boîte à lettres. Et puis ensuite, nous vous enverrons, peut-être demain, un mail avec les diaporamas qui vous ont été présentés et également un questionnaire que nous vous proposons qui nous donnera en fait des idées pour des suites éventuelles de ce webinaire. Il sera question notamment de savoir si vous avez d'autres thèmes qui vous intéressent, des besoins liés à la thématique de la santé. Voilà. Donc, je vais laisser la parole donc, tout de suite à Sandrine Ancar pour la première partie de présentation. Alors, je vais lancer le support. Voilà, j'espère qu'il est bien à l'écran. Je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, dans cette première intervention, l'idée, c'est de vous expliquer un peu la question des déterminants, puisque en ce qui concerne l'IREPS, notre approche s'appuie sur une approche par les déterminants. Donc, si on parle de déterminants de la santé, l'idée, c'est déjà de voir un peu de quoi parle-t-on quand on parle de la santé. Et donc, il y a eu différentes approches sur la santé au cours du temps. Encore aujourd'hui, les approches se croisent entre les approches biomédicales, les approches plus complexes. Et l'idée, c'est de vous expliquer qu'aujourd'hui, donc, la santé ne correspond pas à la simple absence de maladie. Dans les années 30, il y avait une définition qui disait que la santé, c'est le silence des organes. Là, ce n'est plus le cas. La santé est plutôt perçue comme notre capacité à agir dans notre milieu et d'accomplir des rôles dans la société. Donc, la santé est une ressource à agir, c'est une énergie à agir, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la question de la maladie ou de l'absence de la maladie.
La santé est une notion subjective puisqu'en fait, on est sur une santé perçue. Les personnes peuvent se considérer comme étant en santé, même si objectivement, elles vont avoir une maladie chronique, par exemple. C'est pour ça que d'ailleurs, on parle plutôt de personnes vivant avec une maladie chronique que de malades chroniques. La santé résulte d'un… La santé, elle se construit finalement. La santé, elle résulte d'un processus entre plusieurs facteurs. Certains facteurs vont être favorables, hein, et donc du coup, plus on aura de facteurs favorables et plus on sera en santé. Et certains facteurs vont être plutôt défavorables, hein, et ils pourront être cause de maladie. Donc après, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit comme type de facteurs, mais ces facteurs sont divers et variés, ils interagissent entre eux, ils sont de l'ordre de l'individuel et du sociétal. Mais l'idée, c'est de se dire que la santé, elle est le résultat d'une articulation, d'une interaction entre différents éléments, différents déterminants. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent comme approche, enfin récent, les années 70-80. Mais auparavant, on était plutôt avec l'idée que un problème causait une maladie ou causait un problème de santé. Et puis, on s'est rendu compte avec les études qu'en fait, c'était bien plus complexe que ça. Et qu'il ne s'agissait pas juste d'enlever l'élément déclencheur pour que la situation se règle. Donc, un exemple, j'ai pas cliqué sur le bon pour faire avancer ma diapo. Donc, un exemple, c'est le conducteur de bus californien, par exemple. Alors, les conducteurs de bus californiens ont été identifiés dans des études de santé publique aux États-Unis comme une population considérée comme à risque. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont conducteurs de bus blonds ou californiens, mais on s'est rendu compte qu'ils présentaient un risque cardiovasculaire accru qui pouvait être lié à une mauvaise alimentation et trop de sédentarité. Alors on va se dire, il suffit finalement qu'ils changent leur mode alimentaire et qu'ils fassent d'activité physique. Or, il s'avère que les facteurs de risque auxquels ils sont exposés sont liés à leurs conditions de travail. C'est-à-dire qu'un chauffeur de bus, a priori, il conduit son bus, il ne court pas à côté. Donc du coup, il est déjà dans une activité professionnelle qui génère de la sédentarité. On est en plus maintenant avec des bus qui sont quand même très confortables, où du coup, ils ne citent pas forcément beaucoup qui ne citent pas beaucoup d'efforts en termes de conduite, en termes de passage de vitesse, etc. Et du coup, on est sur une activité qui se sédentarise de plus en plus. De par l'organisation des boucles, les pauses, les décrochages, souvent vont se passer sur des zones isolées. Donc, il n'y a pas à proximité de restauration, ni même leur restaurant méridien. Ils n'ont pas la possibilité de manger en dehors. Donc, ils amènent avec eux leur sandwich, leur gamelle. En termes d'activité physique, certains métiers ont la possibilité, parce que c'est organisé comme ça, de pouvoir aller courir entre midi et deux, faire du vélo, aller dans une salle de sport. Là, le chauffeur de bus, là, n'est pas possible en ce qui le concerne, dans la mesure où, comme il est en pleine nature, il n'a pas accès à une infrastructure sportive. Il ne va pas pouvoir non plus aller faire du footing, puisque quand il va revenir dans son bus, il n'aura pas pu se changer, prendre une douche, etc. Donc, on voit bien que là, la manière dont le travail est organisé, c'est-à-dire les horaires, les endroits où les décrochages vont se faire, le temps de durée du décrochage, comment est-ce qu'il va pouvoir accéder ou pas à une alimentation, va avoir une influence forte sur ses comportements alimentaires et sa possibilité de faire d'activité physique. Donc, ce qu'a montré cette étude, c'est que individuellement, les personnes, si elles ont les ressources, vont pouvoir sortir et diminuer leurs facteurs de risque. Par contre, collectivement, cette population-là est une population à risque. Donc là, on voit bien que la santé des conducteurs de bus californiens, quand elle se construit, ne se construit pas uniquement à partir de leurs propres aptitudes, de leurs propres intentions, mais qu'elle se construit en interaction avec un environnement. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Si, par exemple, vous prenez le cas, peut-être que vous avez déjà vu ce type de situation, d'une personne qui travaille sur l'agglomération. Donc, je vais prendre un cas que je connais, donc sur Bordeaux. Donc là, on était sur un couple qui travaille, lui travaille à Bordeaux, elle a une maladie invalidante, donc elle va souvent à l'hôpital, mais elle ne peut pas travailler. Ils ont, pour des problématiques diverses et variées, ils doivent quitter leur logement. Ils sont en procédure d'expulsion. Et donc, dans le cadre du relogement, le centre communal d'action sociale leur a trouvé un nouveau logement
mais non pas sur l'agglomération bordelaise, mais à Sainte-Foy-la-Grande. Pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, et la Gironde, Sainte-Foy-la-Grande, c'est quand il n'y a pas trop de circulation, 1 heure et demie de route pour travailler. Alors pour la personne, pour la compagne qui a une maladie chronique, qui nécessite des séjours réguliers à l'hôpital, le fait de se retrouver éloigné de l'hôpital va poser des problématiques particulières, puisque du coup, ça va poser des problèmes en termes d'observance et de recours aux soins et de bon suivi de sa pathologie. Et puis en ce qui concerne le compagnon, et ben lui, il est plutôt avec une formation professionnelle sur les bâtiments publics. Et à Sainte-Foy-la-Grande, en gros, l'essentiel des emplois va tourner autour des saisonniers agricoles et de la vigne. Or, il n'a aucune compétence là-dessus. Donc là, on est sur un couple où la question du logement va tout déséquilibrer puisqu'il va devoir déménager. Ça va remettre ce déménagement va remettre en question la capacité de la femme à pouvoir suivre ses soins, la capacité à l'homme à pouvoir travailler, à part s'il accède à un centre de formation et qui fait une reconversion, ce qui va générer du stress, de la tension. Et donc, on voit bien que là, ce n'est pas les comportements individuels, mais que c'est bien les facteurs de l'environnement de vie des personnes qui va venir déstabiliser et impacter leur capacité à pouvoir agir et réagir dans leur environnement. Alors, on a différentes manières de présenter les déterminants de la santé. Il y a plein de schémas. Donc là, c'est un schéma qui vous est proposé. C'est celui que l'on voit peut-être le plus, encore que, sous forme d'arc-en-ciel ou d'éventail, je ne sais jamais trop comment on dit. Et donc, on est sur des déterminants qui vont de ceux qui touchent le plus la personne, l'âge, le sexe, le patrimoine génétique. Donc ça, on ne peut pas trop y faire grand-chose, à part si on fait des interventions hormonales ou sur les gènes, mais bon. Donc là, on sait que l'âge va être un facteur important qui va agir qui va impacter la santé. Par exemple, si on prend la santé environnementale, les enfants vont être plus particulièrement fragiles à l'exposition aux facteurs environnementaux qu'un public qui aurait entre les 20, 30, 40 ans. D'une part parce que leurs organes ne sont pas complètement encore développés et qui sont en pleine finalisation, mais parce que aussi, de par leur taille, ils sont au ras du sol et qu'ils prennent plein pot les émanations. Les personnes âgées vont avoir un système immunitaire qui va être de plus en plus faible, et donc du coup, physiologiquement, leur résistance aux virus, aux maladies, là, avec le Covid, on a bien vu l'exemple, va être plus compliquée que pour les plus jeunes. Donc là, voilà, il y a ce qui touche le plus la personne. Ensuite, on va avoir des facteurs individuels qui vont correspondre au style de vie, c'est-à-dire nos habitudes alimentaires, l'activité physique, le sommeil, le fait de consommer ou pas des cigarettes, les addictions. Donc là, on est sur les habitudes de vie. Donc on est aussi sur des facteurs individuels, mais nos habitudes de vie, elles vont également être influencées par l'environnement dans lequel on est, notre famille, nos cultures, nos normes, nos croyances. Par exemple, sur l'alimentation, un Normand ne va pas manger de la même manière qu'un Girondin, et que si on prend le fameux conflit graisse d'oie ou graisse de canard, on voit bien que nos rapports à l'alimentation, notre culture alimentaire est influencée par notre culture sociale. Ensuite, on va avoir des facteurs qui vont plus relever des réseaux sociaux, du soutien social, des familles. Et donc là, on voit que la question de la cohésion sociale et de l'environnement social dans lequel nous évoluons est un facteur protecteur. Les relations qui peuvent se construire quand vous avez les personnes en accompagnement ou en formation, les liens de solidarité qui peuvent se construire dans les groupes, peuvent être considérés et sont considérés comme des facteurs de protection. Alors, pourquoi c'est important? Parce que du coup, ça nous permet de nous appuyer sur les autres, de trouver de la ressource chez les autres, de pouvoir développer des solidarités, de s'appuyer sur des solidarités alors locales ou numériques, parce que quand on parle du lien social ou des réseaux sociaux, ça peut être aussi les réseaux sociaux numériques. Il y a sur Internet des communautés d'entraide qui sont très très fortes.
Donc ça, c'est un élément qui est important. Si on prend l'exemple d'une jeune fille ou d'une jeune femme qui est venue dans le sud-ouest pour des raisons économiques, de précarité. Donc là, j'ai en tête, par exemple, une jeune femme qui arrivait de Calais, donc du nord, qui était venue dans le sud-ouest pour espérant une meilleure qualité de vie. Elle s'était plutôt installée sur le bassin de façon à être éloignée un peu de la ville en espérant que les loyers étaient plus bas. Sauf que du coup, elle était complètement coupée de tout son tissu social classique, amical et familial. Ils étaient tous restés dans le Nord. Cette jeune femme, du coup, se retrouve complètement isolée avec un enfant nouveau-né, puisque c'était une maman seule. Et bah, comme un certain nombre de jeunes parents, un certain nombre de questions lui viennent: comment je fais, les inquiétudes, le bébé pleure, comment je le nourris, qu'est-ce qui se passe, mais également, tiens, j'ai un rendez-vous chez le médecin ou j'ai un entretien pour une embauche, sur qui je peux m'appuyer, vers qui je peux me retourner pour avoir de l'appui, quoi. Sachant que parfois, certaines communes ne vont pas prioriser les systèmes de garde quand les parents ne travaillent pas. Donc, on voit que là, le soutien social est un facteur important. Et donc, il y a plein d'actions qui visent à développer le lien social et le soutien social et la cohésion, qui, a priori, ne relèvent pas de la santé, alors qu'on est sur un facteur protecteur majeur. Ensuite, donc dans la partie verte, on va avoir toute la partie qui est sur les cadres de vie. Et on voit que la manière dont les systèmes sont organisés va avoir un impact sur la santé des personnes. Si on prend la question de la formation, où est l'offre de formation? Où est-ce qu'elle est implantée sur le territoire? Comment est-ce qu'elle est ouverte? Comment est-ce qu'elle est accessible? Les conditions financières pour y accéder. La formation ou les chantiers d'insertion, par exemple, hein, va du coup avoir une incidence sur la capacité des personnes à pouvoir s'inscrire dans une démarche de formation, développer leurs compétences, pour prendre confiance en elles et éventuellement pouvoir trouver un travail et sortir d'une démarche de précarisation, par exemple. Mais au-delà même de comment est implantée l'offre de formation, on peut se poser la question de comment l'organisme de formation fonctionne. L'organisation, c'est comme tout à l'heure avec les chauffeurs de bus californiens, donc les conditions de travail, les conditions dans lesquelles on va étudier et les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, ou les conditions dans lesquelles l'accompagnement social est organisé, va avoir un impact sur la santé des personnes, soit en termes de pouvoir complètement mobiliser l'accompagnement ou la formation, mais aussi pour y accéder, pour s'y investir ou pour y rester dans la durée. Dedans, on va y trouver également les modes de production agricole, l'accès à l'eau, les conditions de vie, le logement. On en a largement parlé avec la question du Covid. On a très fortement vu l'impact du logement et de l'accès, par exemple, à la nature pendant la période du confinement ou du couvre-feu. Donc là, on est sur des éléments aussi qui sont des éléments majeurs, hein. Et tout cela se fait effectivement dans un contexte socio-économique et politique qui, là aussi, va avoir des impacts sur la santé. Donc, on voit qu'en fait, notre santé, elle est influencée par une multitude de facteurs, de déterminants de la santé. On appelle les déterminants sociaux de la santé. Certains sur lesquels on peut agir directement, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement ou de la formation, on peut agir sur les habitudes de vie, on peut agir sur le recours à une offre de service dans l'accompagnement, mais on peut aussi, dans la manière dont on va animer les groupes et créer de la cohésion, on va peut-être aussi pouvoir renforcer les questions des liens sociaux, de l'isolement social. Après, on peut se dire que les modes de production agricole, vous avez peut-être moins la main là-dessus, quoi. Par contre, sur comment vous allez organiser votre centre et le fonctionnement de votre structure, là, c'est peut-être quelque chose qui peut se penser entre équipes, avec la direction, etc. Donc, on a tous un rôle à jouer dans cette question de la santé et sur les déterminants sur lesquels on peut investir. Alors, un petit tableau, pardon. Ah, j'avais pas vu la fiche. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, hein, des études ont été faites en population et très souvent, les gens pensent que c'est les comportements individuels qui sont donc c'est le soin, pardon, qui est le plus important sur la santé des gens. En fait, pas du tout. Ce sont les habitudes de vie et l'environnement. Donc, le système de soins est un élément important en termes de santé, mais en réalité, son impact est minime par rapport au reste du reste. Vous voyez là sur le tableau, le système de soins, quel que soit le modèle d'analyse. Alors là, on a le modèle de Denver, le CDC, enfin,
peu importe en fait le modèle dans lequel on analyse les déterminants et de voir comment est-ce que ils impactent notre santé, le système de soins, c'est entre 11 et 17%. Alors que quand on est sur les habitudes de vie et l'environnement, donc l'environnement, c'est aussi bien l'environnement écologique, mais l'environnement social, l'environnement offre de services, on est entre 55 et 70%, 75%. Donc on voit que c'est un élément important, et donc on se rend bien compte que nous avons tous un rôle à jouer dans cette question de la santé. Et en même temps, on a tous un rôle à jouer, on comprend bien comment ça fonctionne. Mais en même temps, en France, on a un petit peu un paradoxe qui est que on a plutôt un bon état de santé moyen, qui peut être lié à notre système de soins, mais les inégalités se creusent et de plus en plus et dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous, les bénéfices déterminants sont distribués de manière complètement inégale. Nous n'avons pas tous les mêmes ressources cognitives, économiques, sociales, territoriales pour faire nos choix de santé. Quelques exemples, ça c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, hein, mais l'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers, on voit qu'il y a quand même une différence. Les femmes qui sont plutôt dans des activités ouvrières vont avoir une espérance de vie à 84,8 ans, donc 85, et celles qui sont plutôt sur des métiers d'encadrement, 88 ans. On voit que l'écart est encore plus grand entre les hommes cadres et les hommes ouvriers. Donc, ce n'est pas juste le fait d'être un cadre ou d'être un cadre, mais c'est les conditions de vie et l'exercice du travail et comment on a pu accéder à une alimentation de qualité toute l'année ou pas, tout au long de sa vie. Comment, dès l'enfance, on a été exposé ou pas à des facteurs de risque qui va, du coup, créer des différences, des inégalités dans l'espérance de vie. En ce qui concerne les maladies chroniques, on voit bien que je ne vois pas très bien ma diapo là, au niveau des chiffres, mais ce sont plutôt les personnes sur les catégories socio-professionnelles basses qui vont être plus exposées aux maladies chroniques que les cadres. En ce qui concerne les maladies professionnelles, 72% d'entre elles vont toucher les ouvriers. Donc on voit bien qu'on est inégalement impacté par ces déterminants. Sur l'accès aux soins, par exemple, il y a seulement 4% des cadres qui souffrent de troubles de la vision non corrigés contre 9% des ouvriers. Et Dieu sait que la question de la vision est un élément important dans l'exercice professionnel ou même dans les interactions avec les autres personnes. Si on regarde du côté ce qu'on appelle les déterminants, mais on se rend compte, par exemple, que les enfants chez les ouvriers vont être plus exposés aux écrans que chez les cadres. L'accès à l'alimentation, on voit que les différences sont moins grandes, même si, là encore, alors les quintiles, on prend notre population, qui a fait l'objet de l'enquête, on divise par 5. Et donc, du coup, le quintile le plus haut et le quintile le plus bas, c'est 1/5 de la population, on va dire. Et donc, on voit que chez les moins favorisés, il n'y a que 11% des personnes qui vont manger 5 fruits et légumes par jour, contre 18% chez les plus favorisés. Alors, bon, on sait qu'il y a toujours un problème d'accès alimentaire, avec l'alimentation et de consommation des fruits et légumes, mais n'empêche qu'il y a cette différence-là. Après, la différence, elle est moindre parce qu'il y a eu quand même tout un travail et puis une politique mise en place, avec aussi beaucoup de communication sur la nécessité. Par contre, ce que ne disent pas là les chiffres, c'est la qualité nutritionnelle chez les uns et chez les autres. Sur l'activité physique, on voit que la différence est quand même beaucoup plus marquée parce qu'il n'y a pas eu la même politique d'accompagnement. Et on voit que 67% des plus défavorisés, 67% des plus favorisés vont faire une activité physique régulière contre seulement 30% chez les autres. Alors, une fois qu'on a dit ça et on se dit, OK, d'accord, c'est inégal, on n'est pas tous exposés de la même manière, qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que nous, en tant que professionnels, en tant que citoyens, en tant qu'individus, on peut agir sur cette question des inégalités? Alors, il y a des éléments qui relèvent clairement de la politique et des orientations de notre société, sur la structure de l'aménagement, sur l'offre de services sur un territoire, sur, je ne sais pas si c'est pas qui fait avancer, sur comment est-ce qu'on organise la question des logements insalubres, ou même là, on le voit sur où est-ce que l'on va installer ou pas les centres de vaccination. Ce sont des choix politiques, alors que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle communale, peu importe, mais en tout cas, il y a des éléments, notre seul levier, c'est le vote.
Après, c'est la question aussi sur ce dessin, vous le connaissez certainement, vous savez, entre égalité, équité ou l'accès universel. Les inégalités, ce qui est très compliqué quand on agit, c'est de pouvoir identifier l'inégalité et par quoi elle est causée. Quand on parle d'une offre santé ou quand on parle par exemple de l'accès à l'alimentation ou au sport, tout le monde a la même information, tout le monde sait qu'il faut le faire, il existe une offre sur le territoire. Après, est-ce que du coup, on est tous égaux par rapport à ça? L'approche que l'on a en France, c'est plutôt l'approche de l'égalité, toute la même chose pour tout le monde. Par contre, ce n'est pas équitable parce que certains ne vont pas pouvoir y accéder. Et donc, du coup, c'est là que les inégalités vont se creuser. Donc, on va mettre en place des mesures réparatrices, ce qu'on va appeler du coup l'universalisme proportionné en santé publique, c'est-à-dire qu'on se dit que tout le monde a le droit de bénéficier d'une amélioration de sa santé, de sa qualité de vie. Par contre, certaines parties de la population, certaines populations vont être plus en difficulté pour des raisons territoriales, pour des raisons cognitives, pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques, et que du coup, on va mettre des mesures réparatrices qui vont permettre du coup de compenser les difficultés. Ou alors, on peut aussi se dire, plutôt que de mettre en place des mesures réparatrices qui sont par définition ponctuelles et qui peuvent être mises en question à tout moment, est-ce qu'on ne peut pas travailler pour enlever ces obstacles? Très souvent, on va être dans les mesures réparatrices dans un premier temps, et c'est là où on peut agir. Par exemple, sur la question, quand vous allez intervenir sur, je sais pas, l'accès aux soins ou sur de l'importance de manger équilibré pour être en forme, pour aller travailler ou ne serait-ce que même pour étudier. Juste dire que c'est important d'en parler, on est sur l'approche égalitaire, tout le monde a la même information. Par contre, se poser la question de est-ce que quand j'interviens, je prends en compte l'environnement des personnes et j'adapte mon discours et j'adapte aussi en fonction des ressources existantes, là on va être plus dans une démarche d'équité. Mais ça peut être aussi de se dire est-ce qu'il n'y a pas pertinence quand j'organise le temps du repas, quelles sont les modalités qui permettraient à l'ensemble des participants de votre structure de pouvoir prendre ce temps-là pour manger. Quand rien n'est organisé, les personnes vont manger vite fait. Parfois, certaines n'ont pas préparé à manger ou donc certaines n'ont pas mangé. Et donc, du coup, de fait, il y aura une inégalité qui va se poser par rapport au rapport à l'alimentation entre ceux qui auront pu préparer pour X raisons et ceux qui n'ont pas les mêmes ressources pour préparer leur repas. Excusez-moi, Sandrine. Il va falloir que j'arrête, c'est ça? Alors, il va falloir voilà, aller un petit peu plus vite. C'est la dernière. Merci. Et donc, du coup, c'est à minima se dire peut-être que je ne peux pas réduire les inégalités, mais dans ma posture, dans l'organisation de mon fonctionnement, dans l'organisation de la structure dans laquelle je suis, on peut peut-être veiller à ne pas creuser ces écarts et à ne pas avoir des effets négatifs, même si ce n'est pas ce que l'on vise. Et puis, c'est peut-être un minima de se dire que il ne faut pas être dans une approche normative au niveau de la santé. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais parfois, avec la santé, on parle d'une bonne ou une mauvaise santé, on parle des bons comportements. Et l'idée, c'est plutôt de se dire qu'il faut prendre en compte la personne dans sa croyance, dans ses habitudes de vie, dans son environnement, dans sa capacité à agir, et que du coup, ça va déjà éviter certaines stigmatisations qui vont générer aussi des mécanismes d'inégalité. Et voilà. Donc, c'est un sujet un petit peu complexe et facile, donc rapidement traité, mais c'est fini. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage et ces apports qui fixent bien le cadre. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des éléments riches. Alors, a priori, il n'y a pas de questions. Je vous invite à les poser rapidement si vous avez des questions. Donc, dans l'onglet questions. Et puis, si elles ne viennent pas tout de suite, les questions, on les prendra à la fin, si vous voulez. Je vois quand même dans le chat, parce que des personnes se sont exprimées dans le chat, il y a quelqu'un qui demande si les supports seront transmis. Oui, effectivement. On vous les enverra par mail demain, si possible, mais oui, vous les aurez. Les coordonnées de Sandrine, oui, effectivement, on pourra les mettre aussi dans le mail, si Sandrine en est d'accord. Oui, je pense que Céline Comment pourra effectivement laisser nos coordonnées. Voilà. Très bien. Alors, y a-t-il quand même des questions sur l'intervention de Madame Encart?
Alors, peut-être pas tout de suite, on va peut-être avoir des questions plus, plus vers la fin. Je vais passer la parole à Céline, que je mets à l'écran. Merci, donc bonjour à tout le monde. Alors effectivement, je reprends le relais de Sandrine pour vous parler des compétences psychosociales. Donc les compétences psychosociales, c'est l'un des facteurs individuels sur lesquels on peut travailler afin d'augmenter les capacités de santé des personnes. Donc, qu'est-ce que les compétences psychosociales? Donc, on va partir tout de suite sur une grosse définition, mais après, on va détailler tout cela. Donc, compétences psychosociales, on les appelle de plusieurs manières. Des aptitudes essentielles, des habiletés, des capacités, des stratégies d'adaptation. Peu importe le terme qu'on leur donne, en fait, c'est la capacité qu'a chaque personne de pouvoir répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, quelles qu'elles soient. Donc, c'est une aptitude à maintenir un état de bien-être, comme la santé en fait. La santé, c'est un état de bien-être mental, mais en adoptant un comportement qui est approprié et positif à l'occasion des relations que l'on entretient avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc, c'est le lien qui est fait avec les différents déterminants de santé. Comment est-ce que l'individu n'est jamais isolé? Il est forcément inclus dans tout un environnement social, physique, qui induit sa santé et son bien-être. L'OMS a déterminé 3 types de compétences psychosociales, des compétences sociales, donc qui concernent la relation que l'individu peut avoir avec les autres, notre capacité à communiquer, les compétences qui sont plutôt affectives, qui touchent aux émotions, à notre vécu, à notre propre manière de percevoir les choses qui est plus centrée. Et puis les compétences cognitives qui ont trait aux connaissances, aux opérations intellectuelles, ce qui fait du lien en fait et qui permet de comprendre ce qui se passe. Les compétences sociales, si on les détaille un petit peu plus, ce sont des compétences qui permettent de la communication verbale et la communication non verbale, la résistance et la capacité de résistance et la capacité à négocier, à s'affirmer, à être empathique, à coopérer, être en collaboration avec un groupe et à plaidoyer. Ces différentes compétences, ça permet d'exprimer ce que l'on ressent, quels sont ses besoins, ses demandes, ses capacités à effectuer des liens avec les autres de manière respectueuse pour soi, pour les autres, et une capacité à s'affirmer. C'est des capacités qu'on mobilise lorsque l'on doit prendre un rendez-vous chez un médecin, par exemple, ou chez un spécialiste. C'est la capacité que l'on peut, et les mots que l'on peut mettre sur ce que l'on peut ressentir et comment est-ce qu'on peut transmettre ces informations à un spécialiste, à un médecin. Donc, ces différentes compétences sont utilisées dans la vie de tous les jours. Elles sont également plébiscitées dans le monde du travail. La compétence que l'on peut avoir à s'exprimer avec ses collègues, à communiquer, à écouter, à avoir des relations positives avec des clients, à agir dans une relation commerciale, à coopérer. Et ces différentes compétences peuvent se renforcer, que ce soit en formation ou dans des accompagnements, en utilisant notamment des supports réels, concrets, de la pratique professionnelle pour qu'ils puissent être remobilisés par la suite. Les compétences affectives, elles, sont beaucoup plus centrées sur la personne. C'est la capacité à s'auto-évaluer, à s'auto-réguler. Les compétences de gestion du stress également. Donc, savoir gérer son stress, c'est être en capacité de pouvoir prendre un rendez-vous chez un médecin, d'aller chez le médecin pour pouvoir aller, pour lui dire ce qui ne va pas. C'est aussi la capacité à préparer un entretien d'embauche et à pouvoir y participer sans être débordé par un stress. C'est aussi la possibilité d'analyser si jamais il y a un refus suite à un entretien d'embauche, par exemple.
Donc, ces capacités-là sont étroitement liées à la manière dont on peut caractériser notre propre caractère, nos forces, nos faiblesses, nos désirs et nos aversions. Si vous interrogez, mais même si vous interrogez vous-même, on a plus la capacité à voir quels sont nos défauts plutôt que quelles sont nos qualités. Et pouvoir travailler sur quelles sont nos qualités, comment est-ce que je peux les mettre en avant, c'est des compétences qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps. La capacité à maîtriser les émotions, à pouvoir prendre du recul par rapport à différentes situations, une annonce de maladie ou un refus d'emploi, par exemple, et reconnaître les sources de stress qui nous sont propres. C'est aussi pouvoir anticiper et mettre en place des ressources pour pouvoir gérer ce stress au quotidien. Donc, ces différentes modalités peuvent aussi être travaillées, quelle que soit la situation, que ce soit en formation, en travail de groupe sur l'insertion, quand on travaille avec eux, à reconnaître leurs émotions, à savoir comment est-ce que ça se matérialise concrètement dans leur propre corps et à identifier entre soi ou avec les autres de quelle manière, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour pouvoir réguler ces émotions et pouvoir être plus à l'aise avec. Et les compétences cognitives, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui permet de créer du lien, de donner du sens aux choses. Donc, on parle de la pensée critique ou l'esprit critique. Donc, c'est la capacité d'analyser les choses, les informations, les expériences que l'on a pu avoir, qu'elles soient positives ou négatives, et d'en retirer des éléments pour la suite, de pouvoir rebondir, et de reconnaître ce qui influence nos attitudes et nos comportements, que ce soit des comportements liés à la santé. On parlait tout à l'heure d'alimentation, mais quel que soit le thème de santé, le fait de faire ou de ne pas faire d'activité physique, par exemple, et de reconnaître ce qui les influence, ces comportements, pour pouvoir les modifier par la suite, ou en tout cas agir dessus. Après la prise de décision, la résolution de problèmes, c'est la capacité à faire des choix et en évaluant les différentes options, en évaluant les effets que les différentes options que j'ai peuvent avoir et en élaborant des raisonnements qui vont me permettre de me permettre de faire des choix qui sont éclairés. Donc, éclairés dans le sens où ils sont conscients. J'ai bien conscience que si je vais, quand je suis au croisement, si je vais à droite, alors ça va avoir telle incidence sur ma décision, sur mon temps de trajet. Et du coup, je sais, je vais pouvoir déterminer tout le fil qui perdure. La pensée créative, c'est la capacité des individus à pouvoir aussi s'imaginer par la suite. Et ça, c'est très important dans une démarche d'insertion ou de recherche d'emploi, de pouvoir s'imaginer exerçant tel ou tel emploi pour pouvoir s'inscrire dans un processus motivationnel. Donc ces différentes compétences sont aussi utilisées dans le monde du travail et de l'insertion. Donc ça sert à la capacité d'adaptation aux changements et aux différents changements qui sont tous les jours dans la vie quotidienne, mais également dans le travail, à être réactif face à un aléa, une demande, la capacité à suivre un rythme de travail répétitif, à être autonome, à utiliser les outils de communication à distance, comme il a fallu qu'on le fasse depuis 1 an. Et toutes ces compétences sont utilisées dans la vie de tous les jours. Donc là aussi, la mise en pratique de process pour un nouvel emploi, l'analyse de documents, de messages, pour mieux anticiper et mieux comprendre l'environnement dans lequel on est, où on va être, permet de travailler ces différentes compétences. Alors, comment ça se passe concrètement dans la vie de tous les jours? Quelle que soit la situation problème, c'est ce que l'on va rencontrer, un problème, quelque chose qui va perturber le quotidien.
ce problème va nous obliger à mobiliser des ressources qui nous sont propres. Moi, j'appelle ça l'escarcelle de petites solutions que l'on a et que l'on a engrangé toute sa vie et qui permet d'aller choper dedans et de dire tiens, je me suis déjà retrouvée à un croisement. Je ne savais pas, il n'y avait pas de panneau qui indiquait où était Poitiers. Du coup, quelle route je vais prendre et du coup, je vais aller choper dans mon expérience, dans tout ce que j'ai pu vivre, pour pouvoir aller imaginer une réponse possible. Donc, je vais aller mobiliser ces ressources, je vais aller les combiner, donc des ressources qui sont sociales, affectives, cognitives, et la combinaison de ces ressources va me permettre d'exercer une compétence face à la situation. Ce qui va fonctionner ou qui ne va pas fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, je repiocherai dans mon sac, dans mon escarcelle, d'autres solutions possibles pour pouvoir répondre à la situation problème. Ce sont des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui se combinent et qui permettent de faire face. Mais nous ne sommes pas tous égaux, comme disait Sandrine tout à l'heure. Nous n'avons pas tous le même sac, ça, Dieu merci. Parce que ce qui est riche, c'est que ça permet aussi d'échanger avec les autres et puis de se donner des petites ressources tout au long de la vie. Et on a tous des ressources, mais pour autant, on n'a pas tous un sac qui pèse le même poids. Donc l'objet, c'est vraiment de travailler à augmenter ce sac de ressources au fur et à mesure. Les compétences psychosociales, elles se développent dès le plus jeune âge et ce jusqu'à la fin de la vie. Chez les adultes, le renforcement de ces compétences, puisqu'on a tous des compétences, agit bien sur le bien-être subjectif et la qualité des relations que l'on peut avoir avec les autres. Elles outillent les personnes pour qu'elles puissent faire des choix libres et éclairés en matière de santé, pour soi et pour tous, ses proches, son entourage, sa communauté, mais aussi pour faire des choix libres et éclairés en matière d'insertion, de choix de vie. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais je vais m'engager dans telle formation pour pouvoir faire tel métier? Est-ce que je vais m'engager avec telle structure? Tout cela le permet. Donc, il agit sur le pouvoir d'agir, donc c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup, le pouvoir d'agir des adultes, pour pouvoir mobiliser ce pouvoir d'agir, ou en tout cas le faire vivre. Encore faut-il que j'ai ces compétences à mobiliser, de disponibles pour pouvoir le faire. Donc concrètement, que ce soit en formation, en accompagnement individuel, en accompagnement collectif, il y a des attitudes qui sont facilitatrices par rapport à cela. Donc faire preuve d'empathie, je rejoins ce que disait ma collègue tout à l'heure, donc faire preuve d'empathie, valoriser les ressources des autres et des publics que l'on a face à soi. Effectivement, quand on est dans un parcours d'insertion ou un parcours chaotique au niveau du travail, on sait à quel point il est important. Quand on rencontre une personne, la première chose qu'on lui demande, c'est son prénom, son nom. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc ça veut dire que le travail, ça participe de l'identité des personnes. Donc ne pas avoir de travail participe aussi de l'identité des personnes. Et souvent, des parcours chaotiques, avec un échec scolaire, des refus successifs d'emploi, égratignent la confiance en soi, l'estime de soi des personnes, et égratignent toutes ces compétences que l'on a dans son escarcelle. Et des compétences qui ne deviennent plus accessibles, même si on les a déjà vécues, même si on pouvait auparavant pouvoir les prendre, eh bien elles ne sont plus accessibles parce qu'il y a, on appelle ça le sentiment d'auto-efficacité. C'est la capacité pour pouvoir mobiliser certaines compétences. Il faut savoir, en tout cas croire en soi et permettre de s'imaginer en réussite. La valorisation des personnes, renforcer de manière positive leur comportement, leurs compétences et s'appuyer sur leurs compétences est essentiel pour pouvoir renforcer les compétences psychosociales des personnes. La mise en pratique,
c'est également la possibilité de mettre en œuvre les choses et de pouvoir les remobiliser par la suite de manière plus simplifiée. J'avais une collègue qui disait l'information seule ne suffit pas. C'est un fait. L'information seule ne suffit pas. Sinon, je fumerais plus, par exemple. et c'est vrai, l'information en santé, ça ne suffit pas. Manger 5 fruits et légumes, je reprends au moins 5 fruits et légumes, parce que le slogan qu'a repris ma collègue tout à l'heure, c'est bien, mais 5 fruits et légumes, c'est quelle proportion? Est-ce que une pastèque, c'est un fruit, ça compte dans les 5, un haricot, pareil. Et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut absolument retravailler. Donc, la mise en pratique, c'est faire pour pouvoir plus facilement refaire par la suite. Donc, s'appuyer sur les expériences, favoriser la participation et l'interaction, parce qu'on a tous des compétences différentes, et que aller confronter ces compétences, ces croyances avec celles des autres, ça permet de s'enrichir les uns les autres, de se re-questionner et d'aller piocher chez les autres des solutions que l'on n'avait pas soi tout seul. La bienveillance, le non-jugement, l'écoute active, la reformulation. Et dans la reformulation, il faut aussi entendre remettre les mots sur ce qui est vécu. Par exemple, lorsque l'on retravaille sur... j'accompagnais une structure sociale, une MJC, sur... ils étaient en train de mettre en place une pièce de théâtre avec non, c'était pas des adultes, des jeunes adultes. Et ils travaillaient donc à prendre la parole en public et être capable de se retrouver seul sur une scène face à tout le monde. Et en fait, on a travaillé tout ce projet pour leur dire, mais réutiliser cette capacité que vous avez donnée à ces personnes de pouvoir intervenir face à du monde pour qu'ils puissent piocher dedans cette expérience pour aller chercher un emploi. Quand je suis en entretien d'embauche face à 3 personnes, c'est moins de personnes que quand j'étais sur cette scène avec une quarantaine de personnes en face de moi. Donc, je devrais pouvoir y arriver et aller piocher dans les expériences positives ces différents éléments. Et donc, pour terminer, on les développe tous, les compétences psychosociales. Par contre, on ne met pas forcément de mots dessus. Donc, c'est ce que je vous disais. Quand on met du mot dessus, ça permet de remobiliser plus facilement. Je rebondis sur ce que disait Sandrine. Même si ce sont des compétences individuelles, elles ne peuvent pas être isolées de l'ensemble des déterminants ou des facteurs qui influencent sur la santé. Donc, vous et vos attitudes et donc vos compétences psychosociales influencent forcément le renforcement des compétences psychosociales de vos publics. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, j'ai une question, première question qui a été mise dans le chat. Avec ce contexte, comment contrecarrer la démobilisation, le sentiment d'isolement et de solitude? Ensuite, vous évoquez le pouvoir d'agir. Comment amener les personnes à en prendre conscience? Et enfin, une dernière question. On observe dans nos structures une augmentation de troubles psychologiques. Quelles orientations peut-on faire? Quels moyens pour en parler avec le public dans un cadre sécuritaire? Voilà les 3 questions pour l'instant repérées. Alors rapidement, donc avec ce contexte, comment contrecarrer la démobilisation, le sentiment d'isolement et de solitude? C'est quelque chose d'effectivement très prégnant. Donc ça, je pense qu'une des solutions, c'est de travailler avec les structures sociales, les structures de votre territoire. Vous n'êtes pas seul en tant que structure. Vous n'êtes absolument pas seul. Donc, plus vous travaillez en corrélation avec d'autres structures qui ont aussi d'autres offres, notamment des offres de sociabilisation, ce que j'appelle sociabilisation, donc par exemple des centres socioculturels, des maisons de quartier, des MJC, eh bien, plus vous allez multiplier les approches et plus vous allez travailler sur cette socialisation. C'est cela qui manque dans le sentiment d'isolement, de solitude, d'être seul, de ne plus avoir de contact. Donc, je pense que ça, c'est une des possibilités. Et souvent, les structures travaillent un peu seules.
Pour le pouvoir d'agir, comment… Alors, ça vaudrait une formation d'au moins 4, 5, 6 jours. Comment amener les personnes à en prendre conscience? La première des choses, c'est chacun a des compétences. On a tous des compétences. Il n'y a pas de personne qui n'en ait pas. C'est pas possible. Donc, on a tous des compétences. Et c'est sur ces compétences qu'il faut… c'est à partir de ces compétences qu'il faut partir. C'est une réponse très rapide, je suis désolée. Et alors la troisième, je l'ai perdue. Alors, elle est dans l'onglet questions. Donc, on observe dans nos structures une augmentation de troubles psychologiques. Quelles orientations peut-on faire? Quels moyens pour en parler avec le public dans un cadre sécuritaire? Alors ça, les troubles psychologiques dans vos interventions, enfin dans vos structures, derrière troubles psychologiques, il peut y avoir plein de choses. Donc je vais pas pouvoir trop y répondre. Si effectivement ce sont des troubles psychologiques liés à une maladie psychiatrique, dans ces cas-là, il faut peut-être voir avec les structures qui sont en lien. Mais là, la question de l'orientation va dépendre du trouble. Et après, quel moyen pour en parler avec le public? C'est pareil. Ça va dépendre du trouble. Après, sur vos territoires, il y a peut-être des contrats locaux de santé qui existent ou des conseils de locaux de santé mentale. Et ça peut être important que vous soyez représentés dans les différents groupes de travail. Ça vous permet d'une part de faire remonter les problématiques de votre public, et ça vous permet aussi de prendre connaissance des structures et des acteurs qui existent sur votre territoire, et parfois même de pouvoir créer ou consolider des partenariats, des relations de travail, et donc de faciliter la question des orientations. Parce que l'orientation vers les structures de soins, elle va être d'autant plus pertinente que je reconnais les structures, que je sais comment elles fonctionnent, que je sais où est-ce qu'elles se situent, et que j'ai déjà une relation un petit peu personnalisée avec ces structures. Après, il y a la question des représentations que les publics vont se faire de la santé mentale ou des troubles psychologiques, et que sur l'orientation, pour certains, peut-être juste leur donner l'information que ça existe, ça peut suffire. Pour d'autres, il y a certainement un accompagnement un peu plus important à faire, peut-être parfois prendre un rendez-vous avec elles, les accompagner. Et ce que l'on a pu constater, c'est que les publics en milieu rural ou les publics des quartiers prioritaires ont beaucoup plus de mal à s'inscrire dans une démarche de parcours de santé mentale, de soins psychiatriques. Parfois, ils vont venir pour le premier rendez-vous, mais il y aura moins d'observance, c'est-à-dire qu'ils vont décrocher plus rapidement. Donc, il y a aussi cette question de la représentation que l'on va se faire du soignant et du soin en santé dans le cas des troubles psychologiques. C'est un contrat local de santé, Madame Estrao. Et oui, il y en a un à Bordeaux. Oui, il y en a un à Bordeaux, il y en a un sur la métropole. En Gironde, on est quasiment tout le territoire est quasiment couvert. Vous avez la carte des contrats locaux de santé et les contacts des coordonnateurs sur un site qui s'appelle Santé et Territoire Nouvelle-Aquitaine, qui est un site que en fait, on accompagne les contrats locaux de santé également. On pourra vous mettre le lien si vous voulez avec le mail de demain. Tout à fait. Okay. Très bien. Bon, je vous propose, Sandrine, puisque vous aviez la parole, de la garder. Hein, on va passer à la dernière partie de la présentation. Je vais lancer donc le diaporama. Alors, sur cette dernière partie, l'idée, c'est effectivement, donc on a vu que notre santé était influencée par une multitude de facteurs, que les compétences psychosociales permettaient de développer les ressources des personnes pour naviguer dans ces facteurs, interagir avec leur environnement et renforcer leur sentiment de capacité. Mais même si effectivement l'information seule ne suffit pas, loin de là, il n'en est pas moins que c'est une question centrale, puisque un des grands enjeux en santé publique, mais tout court, c'est la question des choix éclairés. Comment est-ce que je vais éclairer mon choix? Est-ce que l'idée, c'est que les gens adoptent, fassent un comportement et appliquent une recommandation, ou est-ce que l'idée, c'est que pour choisir, je dois avoir les ressources effectivement qui vont me permettre de me positionner et de faire des choix, mais encore faut-il que je puisse m'appuyer sur une information. Donc, c'était un problème. Et puis, alors là, en ce moment, avec le Covid,
on en entend plus parler de cette information, enfin même trop, puisqu'on parle d'infodémie en ce moment, tellement on est submergé par une information sur la santé. Oui, ouais, l'infodémie. Alors l'infodémie est apparue avec la première épidémie du SRAS, hein. Mais là, il y a de plus en plus d'articles scientifiques qui font référence à ce terme, hein. C'est trop d'informations et on est complètement perdu là-dedans. Alors déjà, d'une manière générale, on peut être perdu dans les informations en santé, mais en ce moment, avec la Covid, entre le traitement, le dépistage, la vaccination, comment ça se passe, quel vaccin, quelles sont les dernières mesures à mettre en place, 1,50 m, 1 mètre ou 2 mètres de distance. Bon, on est perdu, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là? Ça peut répondre peut-être aussi à la question de comment est-ce qu'on peut parler à nos publics d'une offre de soins qui existe sur la santé mentale. Alors déjà, quand on parle d'information pour la santé, de quoi parle-t-on? Ça, c'est souvent un premier travail qu'on va faire avec les personnes, hein. C'est l'information pour la santé, elle est très large. Vous avez vu tout à l'heure la question des compétences, des déterminants de la santé, c'est extrêmement large. En gros, c'est tous les éléments de notre vie de tous les jours que l'on pourrait se dire directement liés à la santé ou pas. Donc l'information pour la santé, c'est la même chose. C'est l'ensemble des informations auxquelles on peut être confronté. Ça peut être celles qui concernent les déterminants, donc les recommandations sur l'alimentation, les recommandations sur l'activité physique, les recommandations des gestes barrières, mais ça peut être aussi la connaissance que j'ai de l'existence d'un espace de participation sur mon quartier, du centre socioculturel, ou en tant que parent, quel est l'espace où je peux m'investir et participer. Ça peut être aussi le fait de connaître l'existence d'ateliers cuisine dans mon quartier, par exemple. C'est aussi tout ce qui a concerné, et souvent on va penser à ça, le système de santé et de protection sociale. Comment est-ce qu'il fonctionne? Et là, Dieu sait que vous pouvez être confronté à cette problématique-là avec vos publics. C'est qu'on est sur un système de santé en France qui est complexe. Si en plus on doit jouer entre la sécu générale, mais aussi après le milieu agricole, où du coup on doit changer de mode de protection, il y a des démarches à mettre en place. Après, on va nous parler du dossier médical partagé, du médecin unique, enfin, le système de santé est en évolution, il y a des choses qui sont remboursées, plus remboursées, il y a des procédures à faire, des formulaires à remplir. Donc, tout ça, ça concerne effectivement les informations pour la santé. Après, on a les classiques qui vont être les facteurs de risque. Fumer est dangereux pour la santé. Ok, d'accord. Mais du coup, voilà, mais également les protections liées à la maladie, à l'accident. Quand on travaille sur la prévention des risques professionnels, on est bien là aussi sur une information pour la santé. Et après, il y a tout ce qui tourne autour du corps, de la maladie, la bonne observance d'un traitement. Voilà, le fait de bien prendre sa posologie rentre également dans cette question-là. Et puis, notre information pour la santé, elle passe par une multitude de canaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les brochures, il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais tout ce qui va être de l'ordre des espaces collectifs, les conférences, les ateliers santé, les cours, quand vous intervenez, quand il y a des cours et qui peuvent avoir lié, je sais pas, au système de soins, à l'accès aux droits, à la prévention des risques professionnels. On est sur des espaces où l'information transfère. Les interactions individuelles, beaucoup. Vous discutez avec votre voisine ou avec votre voisin. À un moment, vous parlez de la chaleur, de la canicule. Vous parlez sur des informations de santé. Vous parlez de ce que vous avez pu manger, de l'alimentation ou des problématiques que vous avez de nuisances sur le quartier. Ou alors je reprends l'exemple par exemple de ma jeune maman qui a un enfant. Elle peut en parler avec sa voisine, par exemple. Donc là, ce sont des sources d'information, ce sont des canaux importants d'information. Alors après, on a les classiques, hein, les brochures, les affiches, qui ne sont pas forcément toujours les plus pertinentes, puisque parfois, nous, quand on demande aux personnes, ils disent bah oui, je l'ai pris la brochure, et puis je ne sais plus où je l'ai mis en fait. Toutes les campagnes qui passent actuellement à la radio et à la télé, et même Gulli, par exemple, pour les enfants avec l'alimentation. Les personnes qui ont des enfants, elles ont forcément entendu parler, il faut manger ni trop sucré, ni trop salé. Enfin, je sais plus j'ai pas d'enfant, donc du coup, je ne connais pas les spots par cœur de Gulli, mais c'est rabâché en permanence. Les campagnes qui sont actuellement, alors qui peuvent être polémiques, hein, là, par exemple, dans les campagnes audiovisuelles autour de la Covid, certaines étaient très anxiogènes, par exemple, et pouvaient être contre-intuitives, mais n'empêche que c'est un canal d'information. Les publicités, McDo,
Coca communique très bien sur la question de la santé. Alors après, on est d'accord, pas d'accord, ça c'est autre chose, mais les publicités sur les crèmes esthétiques, là aussi, on va trouver des informations qui vont faire du lien avec notre santé. Alors les réseaux sociaux, les sites internet, là, avec la question de la Covid et du confinement, c'est ressenti plus, avec une difficulté, c'est aussi là que vient l'infodémie, c'est que ça se démultiplie, ça va très très vite, hein, et qu'en plus, les personnes ne vont pas nécessairement lire ce qu'ils vont repartager. Donc, c'est le risque à tout ce qui est rumeurs, etc. Et puis après, tout ce qui est les livres, enfin, les journaux, les articles de presse. Donc, on a une multitude comme ça de canaux qui passent de l'information. Et puis, dans les protagonistes, eh bien, là aussi, il y a une multitude de personnes qui peuvent être mobilisées, dont vous, en tant que conseiller d'insertion, formateur, accompagnateur, animateur d'atelier. Donc là, on a vraiment une multitude de personnes, hein, dans lesquelles on va retrouver, par exemple, les leaders d'opinion. Alors, les leaders d'opinion, ça peut être un artiste, ça peut être un homme politique, ça peut être quelqu'un qui est plus particulièrement identifié dans une communauté, ça peut être les religieux, c'est très variable, et les influenceurs. Je ne sais pas si vous avez vu là, mais ça fait 2-3 jours où on nous parle d'un spot qui a été fait par 2 youtubeurs sur les gestes barrières. Alors, je ne me souviens plus de leur nom, mais c'est quelque chose qui a été… alors apparemment, c'était un espèce de deal avec Emmanuel Macron, qui les a lancé un défi. Cette vidéo sur YouTube, elle a été vue des millions de fois déjà. A priori, elle a eu un fort impact de pénétration, quoi. Les épisodes de télé, par exemple, à un moment, donc je crois que c'est Plus belle la vie qui se passe à Marseille, hein, sur la Canebière. Santé publique France, qui à l'époque s'appelait l'INPES, avait une convention avec les producteurs. Et comme les épisodes sont faits un peu au fur et à mesure, on voit dans les épisodes que ça s'appuie sur l'actualité. Et donc, à un moment, on va avoir une information sur la discrimination par rapport au genre, sur la contraception, sur la vaccination, sur la grippe, et où en fait, sur certains épisodes, il y a des conventions qui permettent de faire passer des messages de prévention. Les personnes expertes du vécu aussi sont des vecteurs importants d'information. Donc tout ça, toutes ces informations, voilà, on baigne dedans, ce qui explique l'infodémie, quoi. Quand même, j'ai enlevé plein de chiffres, hein, mais quand même, hein, il faut savoir qu'en France, alors je parle de littératie. La littératie, c'est la capacité des personnes à comprendre un texte écrit et à s'en servir pour développer leur culture. Donc là, on est sur je comprends un texte écrit, quoi. Là, ce que l'on voit, c'est que la dernière étude, donc c'est PIAC, a montré que plus d'un adulte sur 2 ne possède pas les compétences nécessaires pour faire face aux exigences de la vie moderne dans un pays industrialisé de façon autonome et fiable. Quand on regarde là le schéma, en gros, il n'y a que les personnes qui sont en bleu vif qui ont le niveau considéré comme adéquat, et ça correspond à un peu moins de 8% de la population des 16-65 ans. Ceux qui sont en vert gris, c'est ceux où on dit c'est le niveau minimum pour agir. Ce niveau minimum, ça veut dire que j'arrive à faire avec l'information, mais je ne comprends pas forcément toujours tout, mais j'arrive à me dépatouiller, j'arrive à peu près à faire avec, quoi. Et puis tout le reste, eh ben, c'est ceux qui on considère que leur niveau est insuffisant. C'est-à-dire que soit ils vont avoir un problème en termes de champ lexical, ils ne vont pas comprendre le texte, ils ne vont pas… et alors, ceux-là savent qu'ils ne savent pas, ça c'est le niveau 1, c'est le jaune. Ces personnes-là savent qu'elles ne comprennent pas. Le niveau orange, ce sont des personnes qui ne comprennent pas, mais qui ont l'impression quand même de maîtriser et qui du coup vont être très frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Mais là, on est bien sur une problématique de compétences et parfois de compétences techniques dans ce rapport à… Donc là, c'est je déchiffre les mots, mais je ne comprends pas le sens que ça en donne, quoi. Et ça, c'est vraiment des chiffres qui sont importants parce qu'on les retrouve en France, mais on les retrouve dans d'autres pays aussi de l'OCDE. Et nous, on va parler plutôt de littératie en santé quand il s'agit de la santé. C'est-à-dire qu'au-delà de qu'est-ce que je comprends de l'information, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a une multitude de canaux d'information. On a ouais, un peu moins de la moitié de la population qui va comprendre en fait les informations qui sont transmises. Et quand on parle de santé, on parle de littératie en santé.
Alors, c'est peut-être un terme que certains d'entre vous ont pu entendre. On entend de plus en plus. C'est relativement récent, mais ça fait quand même déjà une vingtaine d'années qu'on travaille dessus. Et la littératie en santé, c'est comment est-ce que je peux prendre mes choix éclairés. J'ai de l'information, ok, mais comment est-ce que je vais la mettre en pratique? Donc, la définition, alors, il y en a une trentaine de définitions, mais il y en a une qui fait un peu consensus. Elle pose le fait que la littératie en santé suppose déjà la connaissance, la motivation et les compétences des personnes pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer. Ça, accéder, comprendre, évaluer, appliquer, c'est un élément qui est vraiment central dans le travail autour de qu'est-ce que je fais avec l'information en santé. Et du coup, pourquoi les personnes avec qui je travaille n'utilisent pas ou ne comprennent pas ou ne mettent pas en application ce qu'elles ont pu a priori comprendre ou avoir comme information. Et c'est comment j'ai la motivation et les compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information afin de pouvoir porter des jugements et de prendre des décisions. Et donc là, on voit qu'il y a quand même des passerelles aussi avec les compétences psychosociales dont nous a parlé Céline tout à l'heure. Et cette information et ces décisions, elles vont me servir dans la vie quotidienne pour que ce soit les soins de santé, la prévention ou la promotion de la santé, c'est-à-dire agir sur les facteurs protecteurs, donc les déterminants plutôt positifs. Et ça, c'est tout au long de sa vie. Donc ça, c'est une définition qui est assez importante parce qu'on se rend compte que la question de l'information n'est pas qu'une question de communication ou de bonne communication, mais c'est aussi une question de capacité des personnes pour mobiliser et appliquer l'information. Alors, si je regarde accéder, comprendre, ouh la vache, pardon, je regarde l'heure et pour accéder, comprendre, accéder, c'est déjà reconnaître mon besoin. Est-ce que j'ai besoin d'une information ou pas? Ma motivation à aller chercher une information, elle va reposer notamment sur le fait que, bah oui, je réalise que j'ai besoin d'une information. Et ensuite, une fois que j'ai reconnu ce besoin d'information, bah, est-ce que j'ai les capacités pour aller la rechercher, la trouver? Est-ce que je sais où trouver l'information? Est-ce que j'ai identifié différents canaux? Est-ce que du coup, est-ce que j'ai pas trop me restreindre dans les sujets de santé sur lesquels, a priori, je vais chercher? Ensuite, comprendre, c'est bon, ben là, c'est j'en saisis le sens. J'ai compris l'information. Alors, la littératie en santé, elle n'est pas que sur la communication écrite. La littératie en santé, elle est sur tout type d'information, visuelle, écrite, auditive, tout type d'information. Donc là, je le comprends. Mais une fois que je l'ai compris, ça ne veut pas dire que je vais la mettre en application, cette information-là. Et quand on parle de littératie en santé, c'est vraiment une progression dans ces différentes composantes. Je l'ai compris, ok. Mais après, cette information-là, est-ce qu'elle est pertinente pour moi? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je n'y crois pas? Il y a par exemple, alors, alors je ne suis pas pour ou contre, hein, mais par rapport au Covid, on a eu beaucoup de polémiques. Et notamment, on a eu le professeur Raoult contre le reste pas contre le reste du monde, mais et du coup, j'ai compris ce que me dit, ok, le professeur Raoult, mais quelle valeur je lui donne à cette parole-là? Est-ce que du coup, je vais le croire? Parce que du coup, bah, j'aime sa posture, ça fait écho avec mes croyances, ça fait écho avec mon besoin d'être rassurée ou pas. Dans ce qu'il me propose, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place dans ma vie de tous les jours. Ou est-ce que du coup, je vais pas. Donc j'ai compris, mais quelle valeur je lui donne à cette formation-là? Et ensuite, on va avoir, ben, ok, donc j'ai accédé, j'ai compris, j'ai évalué, j'ai sélectionné, j'ai jugé l'information et je vois ce que je vais pouvoir mettre en application ou pas au regard de ma vie, de mon environnement personnel et familial. Donc, si je donne un exemple, on va prendre l'exemple d'Élodie. Élodie a 23 ans, Élodie vit en fourgon, elle est épileptique et elle a fait Ah, j'ai un trou de mémoire, un trou du comportement alimentaire, des gens qui ne veulent pas manger. Personne pour m'aider. Bon, bref, elle avait un trouble du comportement alimentaire. Anorexie. Merci. Et voilà, elle avait été hospitalisée pour anorexie. Et ça fait, quand je l'ai rencontrée, ça faisait un peu plus d'1 an qu'elle vivait en fourgon. Alors, quand je dis un fourgon, c'est pas le camping-car, c'est un fourgon qu'elle avait aménagé avec son père. Et ce choix de vie en fourgon correspondait à un choix de vie qu'elle avait, qui était plutôt une vie minimaliste, avec une logique anti-gaspillage, vraiment un retour à la nature, quasiment une démarche d'autosuffisance. Et puis très proche aussi, elle avait des chiens également auxquels elle était très attachée. Donc pour Élodie, si on regarde la question de l'alimentation, comment est-ce qu'elle va accéder? Parce que ce type de mode de vie, c'est-à-dire une fois que j'ai les recommandations, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc ça veut dire qu'Élodie, il faut donc déjà, elle a conscience qu'elle a besoin de se former, puisque si elle mange les plantes qui sont autour de son fourgon,
elle ne peut pas manger n'importe quoi. Donc, elle a conscience qu'elle a besoin d'une information plus spécifique parce que, vu son parcours de santé, elle sait qu'elle ne doit pas retomber malade si elle veut maintenir son mode de vie. Du coup, elle a identifié des sources d'informations, des sites, des groupes sur Facebook. Accéder, c'est aussi poser des questions, pas juste aller chercher. Donc, elle a identifié des personnes, elle pose des questions, elle va aller dans des livres. Alors, comme elle n'a pas la place pour acheter des livres, elle a identifié les médiathèques. Les médiathèques ont un rôle très important dans cette question de la littératie en santé. Ensuite, du coup, elle comprend des choses. Quand elle ne comprend pas, dans la démarche de comprendre, elle va poser des questions. Mais encore faut-il avoir les ressources pour poser des questions. Beaucoup de personnes qui ont un bas niveau de littératie en santé n'osent pas poser de questions quand elles ne comprennent pas, alors qu'elles ont envie. Et donc là, on voit bien que ça remobilise, là encore, certaines compétences psychosociales dont on vous a parlé tout à l'heure. Quand on va parler d'évaluer, et ben du coup, voilà, elle va comparer les différentes infos qu'elle a eues, et puis après, elle regarde par rapport à mon mode de vie, est-ce que les informations sont pertinentes ou pas, est-ce qu'elles sont applicables ou pas, est-ce que je considère que c'est fiable ou pas. Donc là, voilà, là, elle va avoir cette phase d'évaluation, et puis bah, du coup, une fois qu'elle a fait ces 3 phases, il va y avoir de se dire qu'est-ce que je mets en œuvre. Et là, ça va lui permettre de diversifier son alimentation parce que le fait d'avoir mieux compris, mais d'avoir aussi considéré que l'information sur les différentes plantes de trottoir ou de la nature sont dans son environnement, elle va pouvoir l'introduire dans son régime alimentaire et donc ça va lui élargir sa culture alimentaire, donc ça va contribuer à diversifier son alimentation. Elle va également expérimenter de nouvelles recettes. Elle va, alors dans les échanges aussi, elle va réfléchir à ses pratiques culinaires. Par exemple, alors, la vapeur à la marguerite, vous savez, c'est peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je l'ai découvert avec elle. C'est l'espèce de truc en inox qu'on met dans les casseroles et qui permet de faire de la cuisson vapeur quand on est sur juste un but à gaz, par exemple. Et donc, du coup, là, dans les échanges avec les autres, elle a découvert la marguerite qui lui permet du coup de faire évoluer la manière dont elle va manger ses aliments, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments voilà, qui illustrent un petit peu. Et quand on parle de l'accès à l'information pour la santé, finalement, ça suppose ce parcours-là sur les 4 dimensions. Et il existe des publics qui sont plus particulièrement vulnérables, donc les seniors. Le niveau de littératie en santé, donc en France, on n'a pas de chiffres sur le niveau de littératie en santé des personnes, pour une raison simple, c'est qu'on ne faisait pas partie de l'enquête qui existait, où il y avait 8 pays, États-Unis et européens. On fera partie de la prochaine. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que les seniors sont plus particulièrement impactés par la littératie. Pour raison simple, c'est qu'en vieillissant, notre système cognitif diminue aussi, on a plus de mal à comprendre et à évaluer. Les minorités, c'est-à-dire tous les parcours migratoires, les personnes qui arrivent d'autres pays, mais également les minorités de genre, vont être plus particulièrement fragiles. La question de l'éducation, c'est-à-dire l'alphabétisation est importante, mais l'alphabétisation seule ne peut pas expliquer le bas niveau de littératie en santé d'une personne. Les personnes avec une maladie chronique, parce que du coup, il y a la maladie, il y a le stress, il y a la maladie, il y a la fatigue, il y a la maladie, qui fait que ce sont les personnes qui vont être plus vulnérables et avoir potentiellement des niveaux de littératie en santé plus bas. La question des revenus. Donc, la littératie, tout à l'heure, on vous parlait des inégalités sociales et territoriales de santé. La littératie en santé est un marqueur d'inégalité. Et c'est un marqueur sur lequel il est possible d'agir. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Alors, pourquoi je suis désolée, Sandrine, nous avons largement dépassé. Est-ce qu'on va vers la conclusion? Du coup, juste pourquoi on doit en parler. Il y a tout intérêt à pouvoir agir sur la littératie en santé, et après, je vous dirai comment. C'est que ça renforce le pouvoir d'agir des personnes, ça va avoir un effet positif sur le système de santé. Les gens vont mieux adhérer à des campagnes de vaccination. Tout à l'heure, on parlait de l'orientation. Les personnes vont mieux adhérer aussi et mieux comprendre le système de santé. Donc, on a vraiment tout intérêt à agir là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut agir? Du coup, je vais aller directement là. C'est-à-dire qu'on peut agir, que ce soit sur les compétences individuelles, c'est-à-dire dans le cadre de vos accompagnements, le fait d'adopter une posture et de se dire je ne sais pas si la personne en face de moi a un bon niveau de littératie, donc je suis vigilant à mon niveau de vocabulaire, je m'assure que j'ai été compréhensible, mais aussi dans le fait de pouvoir travailler sur l'alphabétisation, sur la lecture, sur les compétences aussi émotionnelles, le stress,
qui vont avoir des impacts sur le niveau de littératie, la résolution de problèmes, etc. On peut aussi compenser les faibles niveaux de littératie en santé en adaptant les supports de communication. Donc, réfléchir à nos supports de com. Et puis, là où, du coup, on est sur une action plus complexe, parce que la littératie, c'est la rencontre entre des compétences individuelles et des contextes qui peuvent être plus ou moins complexes, et dans lesquels on va avoir des difficultés à évoluer. Et du coup, on va essayer d'agir sur ces contextes en formant les équipes qui vont permettre de réfléchir sur les postures, en essayant d'améliorer la compréhension de l'organisation de la structure, en ayant des supports accessibles à tous, très rapidement. Donc ça, c'est voilà, très vite sur la littératie en santé. Après, on fait des formations dessus, donc n'hésitez pas à venir vous former dans nos antennes sur le sujet. Très bien, ben, merci beaucoup Sandrine pour cette présentation un peu rapide du coup, j'en suis navrée. Bon, c'est que je voyais partir quelques personnes déjà, bon effectivement, d'autres nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci par rapport à la durée de l'intervention, mais bon, je crois qu'il faut qu'on aille vers la conclusion. Est-ce qu'il y a, Catherine, est-ce qu'il y a des questions qui n'auraient pas été posées? Alors non, pas de questions. Une dernière remarque, hein, bien sûr, les participants remercient beaucoup Céline et Sandrine. Il y a une idée de thème, les maladies chroniques. Voilà ce que je peux souligner. Ok. Alors, ben justement, puisqu'on va vers la conclusion, d'abord, merci beaucoup donc à nos spécialistes de leurs interventions. On voit bien qu'il y a plein de thèmes, hein, quand on commence à tirer des fils, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, ce sera l'occasion, justement, par le mail que nous allons vous envoyer, je pense, d'ici demain, que vous puissiez, donc, d'une part, répondre au questionnaire, hein, qui a été élaboré donc, par Sandrine et Céline, sur des suites possibles à ce webinaire, hein, encore une fois, parce qu'on a fait sans doute qu'effleurer certains thèmes. Donc, n'hésitez pas surtout à répondre à ce questionnaire et à nous faire remonter tous les thèmes, tous les besoins que vous pourriez avoir sur ce thème-là, hein, par rapport au public qui sont les vôtres. Voilà, donc je remercie les participants d'avoir été là jusqu'au bout et puis de répondre à ce questionnaire. Donc, je rappelle que nous leur enverrons également donc les supports qui ont été présentés ce matin. Je rappelle également que sur le site de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, nous avons créé récemment un dossier thématique sur le thème de la santé. Donc, on l'inclura également dans le mail pour que vous puissiez le consulter. Voilà, et puis je crois qu'il y a eu des informations qui ont été demandées, on en reparlera, Céline et Sandrine, pour qu'on puisse les inclure aussi dans le mail que vous allez recevoir. Voilà, un grand merci à tout le monde. Et voilà, on vous dit à bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site ou dans notre lettre à toutes compétences. Voilà. Merci beaucoup.